Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, et je suis une nouvelle fois accompagné aujourd'hui d'un invité qui va se présenter dans quelques instants. C'est écrit dessus, c'est comme le port salut, mais avant, générique. Bonjour, donc, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Je te laisse te présenter, donc je lis Airsoft Tailor, donc tu fais du prêt-à-porter. Absolument, c'est ça, voilà, de prêt-à-porter pour hommes qui aiment l'airsoft, c'est mieux parce que sinon ça ne convient pas. Qui je suis, qui est ce que je fais, on va voir après. En tout cas, ce que je suis, c'est honoré d'être là, d'être dans l'Antre aujourd'hui. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu de notre travail. Donc voilà, encore une fois, on est vraiment honoré d'être là. Donc, qui je suis, voilà, c'est Thibaut, 33 ans, à la tête de notre petit atelier qui s'appelle Airsoft Tailor, où on est spécialisé dans la préparation de répliques. On se définit en tout cas comme ça, un préparateur de répliques. Voilà, alors après, on met les termes un peu qu'on veut, on fait de l'upgrade, des choses comme ça. Mais pourquoi on aime bien optimisation? C'est parce que justement, upgrade, ça peut être aller chercher la meilleure performance possible, la meilleure cadence, le maximum de puissance, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on aime bien optimisation, c'est parce qu'on veut avoir la réplique la plus performante, mais pour un objectif donné de jeu. C'est pour ça qu'on va voir un petit peu... Donné par vous ou donné par le client qui vous contacte? Alors, les deux? Ouais, les deux. Nous, en fait, on met vraiment une base, on aime bien un petit peu cadrer les choses parce qu'on ramène le matériel toujours au jeu. Et donc on va voir notamment, voilà, il y a souvent du style CQB, du style ASSO, et style DMR. DMR, c'est le terme qui va faire réagir les puristes, mais en tout cas DMR tel qu'on l'entend en Airsoft. Je connais MDR. Non, bien entendu, ouais, il y a MDR. C'est un DMR d'ailleurs. Qui est un DMR aussi, bon, c'est le boxon. Mais voilà, on aime bien cadrer les choses un petit peu. Et une autre chose qu'on aime bien, c'est être bien entendu en contact direct avec nos clients en amont de l'achat, parce que ça nous permet de bouger des fois quelques petits paramètres par rapport aux répliques qu'on propose. Voilà. Donc c'est Tailor, c'est du sur-mesure en fait. C'est pour ça. Ouais, voilà. Il y a quand même, on fait aussi un peu du prêt-à-porter, hein, si on veut faire la comparaison, avec des répliques préconfigurées en fonction de ce qui est selon nous la meilleure configuration pour le style de jeu, mais bien entendu, après on peut venir ajuster et faire vraiment du tailoring, cette fois-ci, du sur-mesure, voire même du sur-mesure de A à Z sur certains projets. Ok, donc tu n'es pas tout seul dans cette aventure Ouais, on est trois, donc c'est une entreprise familiale. Il y a l'aspect, on va dire, financier qui est géré par Pierre, qui est un chef d'entreprise d'une entreprise européenne, qui est encore en activité, donc qui nous consacre le temps qu'il peut pour nous guider sur de bons rails, sur l'aspect vraiment de la gestion d'entreprise. On a Flavio, qui lui est plus sur le côté, on va dire, communication, réseaux sociaux. C'est le Jones, un peu de l'équipe, pas dire je suis vieux, mais l'air de rien quand même. Le clock is ticking, motherfucker. Absolument. Viens, approche-toi. Regarde, tu vas sortir de l'écran là, ne sois pas timide. Je m'en vais. Et... oui, voilà, donc qui nous amène un petit peu ce côté de cette vision jeune. Et puis moi, voilà, qui intervient plus sur vraiment l'aspect technique, la confection des répliques et la partie purement Airsoft à 100%, quoi. D'accord, et qu'est-ce qui t'a attiré vers justement cet aspect technique de l'Airsoft? C'est quelque chose qui te passionnait déjà de base? Toi, tu bricolais déjà un peu des répliques, des trucs comme ça ou... Oui, absolument. Alors c'est... on va dire que ça a démarré vraiment avec des petits bricolages, parce que j'ai démarré l'Airsoft il y a 15 ans, à peu près. Non, j'ai démarré l'Airsoft il y a 10 ans, plutôt, en 2014. Ah oui, Voilà. Je sais que le temps passe vite, mais quand même. Non, pas à ce point, voilà. Donc j'ai démarré l'Airsoft voilà, il y a 10 ans, et au début, vraiment, l'idée de mettre les mains dans le cambouis, ça me paraissait un petit peu complexe tout ça. Et puis petit à petit... Comme la plupart des joueurs. Hein, comme pas mal de joueurs, mais... ce qui est d'ailleurs, je fais une petite digression rapide avant de revenir sur ta question, mais c'est pas pour rien non plus qu'il y a ces réticences d'une certaine façon à mettre les mains dans le cambouis. C'est parce que une réplique, c'est quand même un équilibre entre différentes pièces.
qui fonctionnent ensemble. Et quand on vient changer un de ces éléments d'un tout, eh ben, ça peut venir complètement détraquer, même si la pièce qu'on va venir changer est une pièce peut-être de meilleure qualité de base, mais peut-être qu'elle n'est pas faite pour aller dans son ensemble, et on peut vraiment détraquer sa réplique. Exactement, oui. Si on ne réfléchit pas le tout la réplique comme un tout, comme un ensemble, quoi. Bref, donc voilà, j'ai commencé petit à petit à mettre les mains avec les premiers fiascos que beaucoup de joueurs peut-être ont déjà connus, qui ramènent un petit peu à la modestie. Et ben voilà, à force de persévérance, on a commencé à avoir des performances qui étaient plus que satisfaisantes. On arrivait en tout cas à avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à la réplique sortie d'usine. Donc voilà, il y a eu cette idée de convertir un petit peu ce savoir-faire amateur en savoir-faire professionnel. Donc de monter un petit peu plus encore en compétences, en allant chercher justement des compétences à l'extérieur et venir se perfectionner comme ça, jusqu'à arriver voilà, aujourd'hui à pouvoir proposer des répliques sorties d'atelier, optimisées pour différents styles de jeu, des grands classiques, encore une fois affinés, et de sortir quelque chose voilà, qui est plutôt pas mal. Ça, je te laisserai juger. C'est ce que j'allais dire, c'est toi qui le dis, ça que c'est pas mal. Mais j'ai dit plutôt pas mal, je me suis pas trop chauffé. Donc Airsoft Taylor, c'est un site internet également, ouais. Où on peut acheter des répliques. Ouais. Donc on va vous en présenter quelques-unes tout à l'heure. Hein. Mais où également on peut te contacter si on a une réplique et qu'on aimerait bien aussi l'améliorer un petit peu. Oui, tout à fait. Il y a le site internet qui déjà est classé en fonction des produits, jusque-là rien de nouveau, mais aussi en fonction des styles de jeu, pour permettre aux joueurs d'aller trouver les différents éléments de l'équipement, des répliques, du consommable qui correspondent justement au style de jeu. Mais si jamais voilà, il y a des gens qui apprécient un petit peu notre approche, notre façon de travailler, mais qui simplement ont envie d'avoir une réplique qu'on ne propose pas forcément sur catalogue. Oui. Il y a un formulaire qu'on peut venir remplir où on met vraiment les grandes lignes de son projet. Et nous, derrière, on répond, on propose un devis pour le projet au global. Et puis, si c'est OK, après, on part en production. Il y a bien entendu des délais un petit peu plus importants que quand on est sur des répliques stock. Mais il y a cette possibilité-là voilà, de pouvoir faire son projet sur mesure à partir de notre formulaire. Et donc c'est toi qui vas proposer les pièces au client. C'est pas lui. Je peux pas te dire tiens je t'envoie ma M4 en plastique. J'ai acheté des engrenages, un bloc up, un canon. J'aimerais que vous les montiez parce que moi je sais pas faire. Ça peut, si franchement il y a. On parlait tout à l'heure d'équilibre. Si lui il a pas acheté les pièces qui vont ensemble. Ouais. Mais, alors nous on travaille le projet dans sa globalité, mais on va prendre tous les éléments qu'il y a. En effet, s'il y a des choix qui nous paraissent pas pertinents, on va quand même le signaler et bien entendu ça va être un échange. En général il y a le formulaire qui se remplit sur notre site, mais derrière on fait un rendez-vous en visio. Voilà, la technologie est là pour nous aider à être au contact même des clients qui sont loin. Donc on fait en général un rendez-vous en visio où on partage l'écran, on montre un petit peu ce que ça peut donner, déjà une idée du visuel, mais aussi voilà, comme tu disais, le choix des différentes pièces. Est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça l'est pas? Encore une fois, en fonction du style de jeu, à savoir comment le joueur va utiliser la réplique, quoi. D'accord. Après, bien entendu, c'est des questions de budget. On est sur une réplique travaillée en atelier, donc forcément, ce n'est pas le même ordre de prix qu'une réplique sortie de boîte, quoi. Il y a un travail forcément plus fin, plus affiné, un petit peu plus précis et encore une fois plus sur mesure qu'une réplique sortie de boîte. Donc c'est juste une histoire de budget, mais on peut avoir des débutants qui font le choix en anglais du buy once, cry once. Donc du coup, plutôt que de partir sur des achats entrée de gamme, moyenne gamme et aller sur le haut de gamme en fonction de l'évolution de la pratique, voilà, on peut avoir des clients comme ça qui décident de mettre le paquet d'entrée sur leur premier matériel pour justement n'acheter qu'une réplique d'entrée de jeu la meilleure possible, tout en se disant qu'éventuellement il y aura toujours possibilité de la revendre correctement, étant donné que ce sont par définition des répliques qui ont une certaine valeur de par le travail qu'on a fait dessus. Mais donc voilà, on peut avoir éventuellement des débutants. C'est sûr qu'en général, c'est par contre un petit peu plus dans notre clientèle des personnes qui ont déjà une idée un peu plus précise de leur façon de jouer, quoi. Oui. Voilà. Et puis qui sont prêts déjà à mettre quand même un petit budget voilà, pour l'amélioration de leur réplique ou pour l'achat d'une réplique qui est déjà finement
préparé. Fignolé. Fignolé. Finement fignolé. C'est beau ça. C'est le double fifi. Le fifi. Ouais. Et outre la vente de répliques déjà préparées et la préparation de répliques qu'on pourrait vous confier, est-ce que vous proposez d'autres services chez Airsoft Taylor? Oui, le projet d'entreprise, il est global, il n'est pas uniquement sur la préparation de matériel, même si pour nous, enfin, on ne se voyait pas se lancer dans l'airsoft sans maîtriser l'aspect technique au niveau des répliques. Okay. Maîtriser, en tout cas, voilà, savoir ce qu'on faisait par rapport à ce domaine-là. Le projet, il est plus global et il a été démarré parce que, sur une conviction qui est celle qu'on peut aller un petit peu plus loin avec l'airsoft que ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Okay. Aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notamment au niveau du jeu, au niveau de la pratique, ou souvent sur la dominicale classique, qui est peut-être le style de jeu qui est le plus pratiqué, en tout cas le plus répandu. Bien entendu qu'il y a des OP qui sont très élaborés, qui sont sympas, mais voilà, la plupart du temps, quand on joue, c'est en dominical. Aller plus loin, notamment en apportant une structure aux parties dominicales qui permettrait de profiter du jeu un petit peu plus qu'un deathmatch classique, quoi, okay. Si on veut. Donc il y a cette conviction-là, ce qui fait qu'on va proposer donc, des répliques qui sont les meilleurs outils possibles au service du jeu. Okay. Il y a toujours cette optique-là. Bon, enfin là, il n'y a pas de calage, donc il n'y a pas le meilleur outil au service du jeu déjà, mais ok, je t'écoute et je... On a quelque chose de prévu par rapport à ça, justement. C'est dans la vidéo qu'on a sortie sur notre chaîne. On commence à mentionner, on a un petit projet en cours avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube Airsoft Taylor? Il y a une chaîne YouTube Airsoft Taylor. Voilà, pour une fois de plus être en contact avec les personnes qui sont intéressées. D'accord, on mettra le lien du coup dans la description de la vidéo. Volontiers. Ouais. Donc on a un projet avec un certain brasseur. Il s'appelle Claude. Ouais, voilà. On taira son nom pour l'instant parce que le projet n'est pas sorti, mais il est quasiment terminé. Donc on va faire aussi de la plateforme AK. Mais par rapport au projet de l'entreprise, donc voilà, il y avait le matériel. Il y a aussi un site qu'on a créé qui s'appelle Airsoft XP. En fait, on va proposer une solution de billetterie. Voilà, le lien dans la description. On va proposer une solution de billetterie vraiment taillée pour l'airsoft aux organisateurs de parties, donc principalement aux associations, d'avoir une solution qui va un petit peu plus loin que les solutions qui sont utilisées aujourd'hui, que ce soit Facebook, que ce soit des Google Forms, que ce soit peut-être même Hello Asso, pour avoir quelque chose qui leur permette de faciliter l'organisation des parties déjà existantes. Et à terme, voilà, si vraiment le projet prend et qu'en effet on apporte bien la solution qu'on pense apporter aux assos, ce site-là qui peut être aussi un peu une référence pour pouvoir trouver ces parties, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui quand on veut... Ok, je suis dans l'Aveyron, très bel endroit. Très bel endroit. Très dynamique, niveau airsoft et c'est tout. Ça. Et charcuterie. Voilà, charcuterie. Je cherche une partie, je sais pas trop, machin, hop, je vais sur le site et je peux voir peut-être un référencement des parties qui sont proposées pour ce week-end. C'est un objectif secondaire du site. L'objectif premier, c'est vraiment une solution qui facilite, on va dire, tout ce qui se passe en amont de la partie pour l'organisateur. Mais ça recense aussi les parties qui sont enregistrées sur le site. Donc, par définition, on peut retrouver, c'est une carte interactive, on peut retrouver les parties qui s'organisent à droite, à gauche, comme ça. Donc voilà, ça c'est un deuxième élément qui fait partie du projet global, encore une fois pour aider la discipline à aller un petit peu plus loin, en tout cas à notre niveau, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Et la troisième dimension, et pas la quatrième. Ça c'est après. Ça c'est après. C'est quand les caméras seront éteintes. Ouais. Le troisième élément du projet, c'est la création d'une association, alors qui n'est pas entièrement affiliée à l'entreprise, qui est un peu à l'initiative, mais du coup qui n'appartient pas à l'entreprise, qui a pour but de mettre en place une matrice de règles et une structure de jeu qui puisse être reproduite le plus possible et facilement reproduite par les organisateurs et qui amène ce qui est selon nous une version un petit peu plus élaborée de la dominicale sans rentrer dans la complexité d'organisation d'une OP, parce que tous ceux qui ont déjà organisé des OP savent à quel point c'est un casse-tête. Donc le but vraiment de l'association, c'est de mettre au point cette matrice de règles, le style de jeu, et de pouvoir, donc c'est une association quelque part qui se veut nationale, et de pouvoir après avoir des sections locales qui ont pour rôle d'organiser des parties en fonction de ce style de jeu et en utilisant cette matrice de règles, et principalement de faire cette partie organisation, en sachant qu'avec cette structure-là
d'entité nationale, quoi, en fait c'est le conseil d'administration, quoi, Ouais. et après de section locale. Ça fait que tout l'aspect administratif, licence, assurance, etc., est géré par l'association au niveau national et pas par le référent de section, qui est l'équivalent du président, qui n'a pas à se préoccuper de tout cet aspect administratif et qui n'a juste à s'occuper que d'organiser des parties et de recenser un peu les joueurs qui sont intéressés par ce style de jeu dans le département et de constituer des équipes pertinentes en fonction des préférences de jeu des uns et des autres, quoi. Ok. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que tu me parles de licence, tu me parles d'assurance, tu me parles de choses comme ça. La FFA propose ce genre de trucs. L'association, ça ne se veut pas être une alternative à la FFA, puisque l'association fait partie de la FFA. D'accord. En tout cas, nous, on veut être affilié à ça et bénéficier de tout le travail qu'ils ont déjà fait, notamment on parle de la police d'assurance, tout ça. Oui, d'accord. C'est moi qui ai mal compris. Non, pas du tout. Mais c'est juste, voilà, on fait partie de ça. Mais voilà, on va gérer tout l'aspect administratif d'une association, mais on va dire à une échelle un petit peu plus grande, pour que les sections au niveau local n'aient vraiment que à se préoccuper de l'organisation de parties et de la constitution d'équipes, quoi. Okay. Voilà. Si tu veux, tu remplaces ta structure associative aujourd'hui. Souvent, les associations, c'est qu'à l'échelle locale, oui, si tu veux. Voilà, ça organise des parties dans le coin. Et l'association à l'échelle locale, tu as le président, tu as le secrétaire général, des trucs comme ça. Il faut gérer tout l'aspect administratif. Ouais. Donc, tu vois, il faut faire les demandes de licence, il faut s'occuper de choisir l'assurance, tout ça. Il faut faire les assemblées générales, les PV d'AG. En fait, tu as tout un travail administratif comme ça que l'association au niveau local doit faire. Ouais. Le fait de retirer tout cet aspect administratif-là et de le faire gérer uniquement par le bureau national, la section locale, du coup, n'a plus ça comme charge. Elle a juste à s'occuper d'avoir une petite équipe, d'avoir des bénévoles qui soient capables d'organiser les parties. Et il y a un travail de recensement des joueurs qui sont intéressés par le style de jeu, pour constituer des équipes, tu vois, des petites escouades en fonction de celui qui aime bien jouer DMR, celui qui aime bien jouer médic, celui qui aime bien jouer chef d'équipe, tout ça. Et donc, tu vois, de constituer les équipes pour quelque part constituer une équipe vraiment comme tu aurais dans une équipe de sport classique où, quand tu es au rugby, il faut qu'il y ait un demi de mêlée, il faut qu'il y ait un demi d'ouverture, il faut des premières lignes, seconde ligne, des trois quarts, etc. Ce qui fait que si tu vas jouer sur un autre terrain, tu vas avec tes potes et vous savez déjà que vous êtes une équipe constituée avec tel ou tel rôle, quoi. Alors en effet, il y a les deux aspects. Il y a déjà, quand tu vas jouer dans d'autres terrains qui ne pratiquent pas forcément ce genre de règles, malgré tout, tu as ton noyau dur parce que là, les équipes sont constituées d'escouades de 4 joueurs. C'est on va dire le noyau de jeu, la base de jeu, c'est ces escouades-là comme ça de 4 joueurs. Donc, une fois que tu as ton escouade qui est constituée, on va dire intelligemment, dans le sens où chacun a sa place, chacun joue en fonction de son affinité et que vous avez l'habitude de jouer ensemble et d'évoluer ensemble, rien ne vous empêche d'aller jouer dans n'importe quelle partie organisée par je ne sais quelle association et de garder cette structure-là et d'en faire un petit peu la base de jeu partout. Et donc, le deuxième aspect, c'est que quand c'est la section locale qui organise, tu as déjà, cette fois-ci, ton escouade, elle vient tirer le maximum de son potentiel parce que le jeu et les règles sont faits pour mettre en avant le jeu en équipe. C'est vraiment le but de cette matrice de règles et de cette structure de jeu, c'est de valoriser le jeu en équipe, d'éviter que tu aies des joueurs qui se retrouvent un petit peu isolés, tout seuls dans leur coin, ce qui nous est arrivé probablement à tous, quoi, sur des parties. Oui, moi ça m'arrive tous les dimanches. Voilà. On est plus ou moins avec les copains au début, quand on y arrive, ce qui n'est pas toujours le cas, mais au début on est peut-être plus ou moins, et arrive un moment, il y a un fait de jeu, il y a un adversaire qui perce un petit peu au milieu, on se sépare, et après, des fois on a des radios, on peut arriver à se trouver, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on se retrouve un petit peu isolé, un peu désorienté, on ne sait plus trop où est-ce qu'on doit aller pour atteindre l'objectif, tout ça. On veut vraiment penser ces règles-là pour que ce genre de choses n'arrive pas, et que l'Airsoft se pense vraiment de façon collective, ce qui, selon nous, amène une vraie valeur ajoutée par rapport à un airsoft individuel, quoi. C'est un concept quand même qui est assez complexe, on va dire, même s'il est simple. Et si tu montres la structure de jeu, ça te rappelle vraiment, tu vois, le 4-4-2 au foot, un truc comme ça. C'est juste histoire que chacun prenne sa place, quoi. Carrément. Et on propose aussi les starter packs qui là sont plus destinés aux joueurs débutants. Alors peut-être pas débutant, ça va être celui qui a déjà fait une partie ou deux avec de l'allocation, avec du prêt, qui a quand même envie de vouloir investir dans du matériel parce qu'il sait qu'il va mettre un peu un pied dans l'airsoft, quoi.
Là, on va avoir ces 3 starter packs. 3, on va avoir starter pack pour réplique principale, réplique secondaire et équipement pour pouvoir couvrir vraiment le besoin global du joueur. Pourquoi on a fait ces starter packs? Parce que des fois, quand on démarre, on va démarrer avec, on va dire, le minimum syndical. Mais sauf que des fois, c'est même pas le minimum syndical. Ça fait que ça permet de jouer, mais c'est des conditions de jeu qui sont pas agréables. Oui, tu as ton high cap, une batterie un peu pétée, voilà. encore. Tu as un truc comme ça. Tu vas pas te régaler un peu à cause de ton matériel et c'est pas la meilleure façon de démarrer selon nous, quoi. Avec ces starter packs, on cherche vraiment, cette fois-ci, le prix. Donc d'avoir quelque chose qui soit le plus abordable possible, mais qui réponde aux besoins du jeu. Par exemple, sur le starter pack réplique principale, on a la réplique, 5 chargeurs, la batterie, le chargeur, le bébé loader, un sachet de billes et une housse. Et un point rouge. Ah oui. Voilà. Ah oui, donc, pour vraiment, là, cette fois-ci, on a quelque chose qui tu prends le truc, tu achètes un paquet de billes et... Le paquet de billes est fourni. Ah voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, voilà, il est vraiment presque qu'avec celui-là, on peut déjà bien jouer. Ouais. Mais si on veut aller plus loin, mais là par exemple, on a 5 chargeurs mid-cap, il faut qu'on les mette quelque part, on peut les mettre dans les poches, tout ça, mais c'est pas forcément très pratique. C'est pas pratique. On a pour ça un starter pack équipement avec un chest rig, une ceinture avec dump pouch, un holster et masque stalker et lunettes de protection de marque Bollé. D'accord. Donc là, on a de quoi être équipé et puis on peut éventuellement compléter ça avec un starter pack réplique secondaire où là, on a un AEP qui est beaucoup plus facile à utiliser qu'un GBB quand on démarre. On va retrouver le même fonctionnement que sa réplique principale, quoi, d'une certaine façon. L'AEP, 2 chargeurs supplémentaires, un sachet de billes et je crois qu'il y a un petit bébé loader, la batterie, le chargeur, chargeur, tout ce qu'il faut pour jouer. Et donc si on prend ces 3 starter packs, on est vraiment couvert pour pouvoir démarrer l'airsoft dans de bonnes conditions, mais en ayant un investissement matériel qui soit moindre, enfin le plus bas possible, quoi. Pour la qualité, le meilleur rapport qualité-prix possible sur la tranche basse de prix, quoi. Ok, je joue avec mon starter pack, machin, tout ça, là je me dis... Ouais, c'est sympa, mais moi j'en voudrais un petit peu plus. Je vais switcher un petit peu sur Airsoft Taylor et je vais retrouver ce genre de réplique. Absolument. Donc là, on est sur la variation. Donc là, on est sur les AR-15 de 2e génération de notre gamme constante. On a 2 gammes. On a la gamme constante qui va être amenée à changer le moins possible. Pourquoi changer le moins possible? Parce qu'on veut avoir une plateforme qu'on connaisse vraiment par cœur et qui est plus d'approximation, d'inconnus. Tous ceux qui ont fait des upgrades savent que quand on démarre sur une plateforme, ne serait-ce que d'un AR-15 à l'autre, selon les fabricants, on ne tombe pas sur les mêmes choses, on ne tombe pas sur les mêmes réglages. Et il peut y avoir des approximations par rapport à ça. Ça, on va voir, on a 2 fabricants, mais c'est des plateformes du coup qu'on connaît très bien, qu'on connaît par cœur. Donc on va pouvoir les upgrader vraiment les yeux fermés. Tu m'as carotte, il n'y a pas de pile là-dedans. Il n'y a pas de pile là-dedans? Je sais pas. Quand j'appuie sur plus, ça fait rien. Peut-être qu'il n'y a pas de pile. Eh oui, mais parce qu'il est solaire. Alors il y a un point rouge, on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, il n'y a pas de pile. Et moi, je suis allé jouer avec et effectivement, je m'en suis sorti sans pile. Donc c'était pas mal. Parfait. Excuse-moi. Donc tu me disais, si jamais il y a une rupture, après tu peux passer sur quand même autre chose. Oui, voilà, donc il y a ces 2 plateformes-là sur notre gamme constante, on va voir avec 2 fabricants. Et puis après, on a notre gamme avec les éditions limitées, où là, on va choisir une plateforme qu'on a envie de travailler un petit peu. On va la décliner bien souvent en CQB, ASSO, DMR, comme pour la gamme constante. Et cela, ça nous permet de varier un petit peu les plaisirs, d'avoir quelque chose qui justement sorte un peu du lot, quoi. Donc voilà, sur cette gamme constante d'AR-15 de 2e génération, au moment où on fait la vidéo, je pense qu'il y aura encore la 1re génération de disponible, où il nous restera peut-être quelques pièces à tarif réduit pour que si éventuellement il y a des gens qui sont intéressés par nos produits et qui veulent y accéder à un tarif un peu moindre, ils peuvent partir sur la 1re génération qui est tout aussi qualitative. Il y a quelques améliorations là qui sont faites, notamment la présence d'un moteur brushless qu'il n'y a pas sur la 1re génération, mais sinon on tombe quand même à peu près sur les mêmes choses. Donc cette 2e génération d'AR-15, triptyque, avec une version CQB, une version ASSO et une version DMR, qui couvre malgré tout les styles de jeu principaux, les façons de jouer principales. On verra que par la suite, on augmentera notre gamme avec du soutien et du sniper. Mais pour l'instant, voilà, avec ça, on couvre les besoins principaux. Et ça fait clac. Ça fait clac. Là, ici, on n'a pas la version CQB, on a les 2 autres, la version ASSO et la version DMR. Et comme tu le disais tout à l'heure, on a 2 fabricants. On a choisi 2 fabricants, pourquoi? À la fois pour résoudre des problèmes d'approvisionnement éventuels. Des fois, on peut avoir une rupture chez un fabricant, ça nous permet de basculer sur l'autre. On va mettre plutôt en avant la version APS, parce que pour nous, c'est celle qui correspond le plus au côté réplique rustique qu'on recherche. Mais par exemple, la version APS a un MOSFET APS à l'intérieur, un MOSFET, un ETU,
qu'on ne va pas pouvoir changer, remplacer. Du coup, on peut avoir des clients qui sont intéressés par la plateforme, mais qui souhaiteraient avoir un ETU un petit peu plus élaboré. Dans ce cas-là, on peut passer sur la version Cima Platinum. D'accord. Où là, on va pouvoir mettre n'importe quelle MOSFET, du Aster, du Titan, du Geftron, Leviathan. J'ai un peu plus le feeling avec la finition et tout du Cima. Cela dit, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, sur la Cima, il n'y a pas le sélecteur de tir qui est ambidextre et qui est sur l'APS. Oui, absolument. Il y a un garde-main qui est un petit peu plus... un diamètre un petit peu plus important, où il y a un peu plus de prise en main. Ouais, après, c'est pas les mêmes modèles, hein, on le voit. Quoi qu'il en soit, de toute façon, Noveski dit EMG derrière, donc ce sont des répliques qui sont fully licensed, voilà, comme on pourrait dire, et donc qui sont validées à un moment donné par Noveski, hein, quoi qu'il en soit. C'est quand même, on voit qu'elles sont quand même très proches quand on les a à côté, mais c'est vrai que nous, on a une petite préférence pour celle-là par rapport, il y a un côté un petit peu plus rustique qui ressort, un petit peu plus même, solide. Bon, que ce soit l'une ou l'autre, il n'y a pas de jeu, hein, tu as eu la prise en main, je sais que tu étais assez attentif quand tu l'as reçue à cet aspect-là. Oui. Elle a été un petit peu malmenée en jeu. Tu n'as pas vu de choses qui t'ont choqué sur le... Non, j'ai vu que le compensateur, là, il est bien profilé pour se planter dans la terre. J'ai fait un petit planté de bâton. Mais à contrario, du coup, du fait de son profil, j'ai pu dégager assez rapidement la terre qui s'était logée dedans. Si ça avait été un tube classique, j'aurais peut-être un peu plus galéré. Surtout qu'il y a une petite vis d'arrêt. J'ai pas forcément des clés Allen dans la poche. La clé Allen comme ça. Donc, mais ça t'a permis quand même de terminer ta partie malgré cet incident. Oui, et puis j'ai tiré aussi en fermant les yeux, en serrant les fesses, en me disant si je la pète, si ça pète, tant pis, hein, ils enverront la facture. Mais non, j'ai apprécié autant les performances que le son que ça fait et tout. Moi, je connaissais pas du tout le hop-up dont tu vas nous parler. Ça m'a permis aussi de découvrir ce bloc hop-up. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre pour une réplique qui sort d'atelier, quoi. Oui, voilà. On sent que on a quelque chose en plus que si j'avais acheté une APS, enfin j'en ai eu des APS sorties de boîte. Bon, là, on sent quand même la différence entre une APS sortie de boîte et puis une APS qui est passée chez Airsoft Taylor, quoi. C'est important pour nous de partir sur une base qui soit quand même assez qualitative parce qu'on pourrait avoir une base, un externe, on va dire, ou une réplique sortie de boîte vraiment moyenne et de par notre travail arriver à en faire un cheval de course, quoi, si je puis dire. Mais ça nécessiterait de changer énormément de pièces et donc du coup de retrouver une certaine harmonie entre les pièces qui serait vraiment difficile. Et puis quelque part, on n'aurait pas malgré tout cette impression de qualité qu'on a là en ayant une base qui est déjà tout à fait correcte et que nous, de par notre travail en atelier, on va pouvoir amener un cran au-dessus, quoi. Donc si tu veux que j'en parle brièvement, dire à tout le monde ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux même montrer aux gens. Si j'arrive à cadrer, parce que c'est un métier. C'est un métier, messieurs et dames. Donc en faisant un petit classique, le tip to butt, dont on a parlé tout à l'heure, là, donc du bout du canon jusqu'au talon de crosse. Pour ce qui est du canon, on est sur un canon 608 qui a été poli en atelier afin de lui apporter une surface vraiment par définition. On se voit dedans, elle est polie, hein, parce qu'avant elle était grossière. Elle ne dit pas de gros mots, et donc voilà, de fait de la polir, ça nous donne une précision supplémentaire. Ensuite, on va avoir alors c'est là où il va falloir que je cadre de façon efficace. Clac, clac, elle est où la croix? C'est inversé. Là. Mais non, mais les gens y croyaient, c'était facile. Non, ça ne l'est pas. Donc le bloc Neptune de chez Begady, qui est le bloc pour les AR-15. Avec sa petite molette. Qui a deux avantages principaux. Le premier avantage, si je veux revenir c'est cette molette numérotée qui va nous permettre on recommande. Je sais, j'ai vu que toi, en tant que pratiquant, tu fais pas forcément... Non, parce que pour moi, un joint, c'est du consommable. Voilà. Donc voilà, tu as ce côté un petit peu plus... je ne vais pas dire bourru, parce que... je vais me faire défoncer. Non. Mais voilà, toi, tu dis que c'est du consommable. Je comprends la démarche. Voilà. On essaye d'accompagner nos utilisateurs de répliques vers l'utilisation la plus durable possible. Éco-responsable, éco-responsable. Cette roue numérotée, elle va permettre de remettre le hop-up à 0 en fin de partie pour éviter une déformation du joint. Et une fois qu'on a compris qu'on était environ, là par exemple, on était aux alentours de 7-8 pour avoir un réglage hop-up qui correspondait
à une trajectoire qui soit correcte pour le grammage de jeu, bien entendu. Ouais, ouais. Eh bien voilà, on l'a mis à 0 en fin de partie. En début de partie, je reviens chercher mon réglage, 7-8. Et là, comme tu disais tout à l'heure, on a dégrossi un petit peu la recherche du hop-up parfait. En début de partie, on a juste à faire quelques Moi, j'ai erreurs. rien dit tout à l'heure. T'as rien dit tout à l'heure. C'est notre première prise. C'était dans, c'était dans une Il y a- dimension parallèle. Il n'y a pas du tout une caméra qui a arrêté de filmer, donc j'ai rien dit tout à l'heure. Et comme je disais tout à l'heure, Ouais, c'est ça également permet pratique pour ceux qui vont encore dans les assos où on fait passer les tests chronie hop-up à 0. Hop-up à 0. Ça permet de retrouver ces réglages plus rapidement que si on n'avait pas ces hop-up repérés. Ouais. Si jamais on doit faire des ajustements en cours de jeu, bah pareil, c'est beaucoup plus facile de se repérer que quand on n'a pas d'indication sur la roue, Oui. ou des fois, bon, on a une flèche, mais elle n'est pas toujours visible. Des fois, on veut rajouter du hop-up alors qu'on en enlève. Ouais. Et donc, on va venir vraiment tâtonner comme ça un certain temps. Et quand c'est en jeu, on n'a pas forcément que ça à faire. Donc là, avec cette roue numérotée, on fait les réglages de façon beaucoup plus efficace. D'accord. Deuxième intérêt, là c'est pareil, je ne sais pas si j'arriverai à la voir à la caméra, mais on voit qu'on a un puits de chargeur qui est réglable. Donc on va pouvoir ajuster réglable en hauteur, ce qui permet d'augmenter la compatibilité des chargeurs, puisque du coup, en ayant ce réglage en hauteur, il y a certains chargeurs qui de base ne fonctionnaient pas ou avaient beaucoup trop de jeu. Le fait de pouvoir ajuster cela, ça permet d'aller chercher la hauteur idéale en fonction du chargeur, et donc du coup d'éviter les problèmes de chargeurs qui ballottent un peu, qui peuvent amener des problèmes de misfeed. Okay. Une fois qu'on a passé ce bloc Neptune, après on va avoir un nozzle aluminium avec joint torique de marque Begady ou de marque FPS Softair, pareil en fonction des disponibilités. Tête de cylindre étanche avec une tête de piston de chez FPS Softair avec leur gamme Carbon Line, où on a du polymère qui est renforcé en fibre de carbone. Donc c'est pas du 100% carbone, mais c'est un polymère renforcé en fibre de carbone, donc qui va apporter des propriétés de résistance supérieure au polymère classique. Moins d'arrachement de matière, ça peut arriver des fois, la crémaillère est super solide, et puis vous avez un piston en plastique basique, et du coup le cul du piston il part en live. Voilà, crémaillère aussi avec les dents en métal en intégralité. Réglage de l'angle d'engagement, ça mérite d'être précisé parce que c'est important, pareil, ça fait vraiment partie de notre travail. On a de la main d'œuvre aussi sur ces répliques-là et ça fait partie des réglages que l'on fait, d'avoir un angle d'engagement de la première dent du secteur gear qui soit la meilleure par rapport à la première dent du piston. Une tappet plate, pareil, Carbon Line de chez FPS Softair, parce que la tappet plate, c'est bien entendu une pièce qui va encaisser beaucoup de contraintes mécaniques. Et là, d'avoir une pièce renforcée à cet endroit-là, c'est quand même assez important. Des engrenages, on va être sur du 16-1 pour la réplique Asso. Des engrenages qui sont calés, non pas sur un calage à partir du Super Gear, mais un calage à partir du pignon moteur, le calage, le fameux pignon Bevel Gear. Ouais. Je vous mets une petite vidéo là sur le calage. Voilà, parfait, qui permet d'avoir... d'éviter, si jamais on démarre à partir du Super Gear, on peut éventuellement avoir des contraintes entre le Bevel Gear et le pignon moteur et qui va nous amener une perte d'efficacité mécanique et puis un bruit désagréable, quelque chose comme ça. Donc le fait de démarrer par là, on n'a pas ces soucis-là. Le TU, comme on disait, qui est le TU de chez APS, qui va avoir les fonctionnalités, on va dire pratico-pratiques de protection si la batterie se décharge, si jamais le moteur est bloqué, le côté un petit peu fusible. D'accord, ouais. Plus quelques petites fonctions directement au travers d'un petit bouton. Ouais, on va pouvoir programmer. Ça ne se programme pas à partir de la queue de détente, ça se programme à partir d'un petit bouton, pareil, qui va être difficile à voir, qui se situe en bas du puits de chargement, sur lequel on va venir appuyer pour passer sur mode safe, semi-full, à safe, semi-burst, etc. Ouais. Burst de 3, burst de 5, etc. Donc vraiment quelque chose simple d'utilisation. Mais au niveau du fonctionnement, comme le gros du travail est fait sur la mécanique, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un MOSFET particulièrement complexe pour chercher à bricoler quelque part des performances par l'ajout de pré-cooking et par l'ajout d'une grosse dose d'active braking pour que ça marche bien. La version simplifiée de ce MOSFET, selon nous, fait totalement le job. Okay. Surtout que là, on va retrouver un moteur brushless de chez T238 qui a déjà des fonctionnalités un petit peu avancées comme ça. En cas de blocage du pignon, il y a une sécurité qui les active. Ça après moteur brushless, maintenant c'est une technologie qui se démocratise de plus en plus. Oui, enfin, on a vu sur la Specna Prime il n'y a pas longtemps que c'est la première avec un moteur brushless de série, le Dark Matter, qui d'ailleurs, parce que j'ai eu
le fabricant de moteurs, n'est-ce pas, au téléphone, fonctionne parfaitement avec l'active braking et le pré-cocking, contrairement par exemple au moteur Warhead, où Warhead vous déconseille de mettre du pré-cocking et vous dit active braking 20% max, et bien là on n'a pas ces limitations avec le Dark Matter, et c'est également le cas avec les T238. Globalement on peut mettre du pré-cocking et de l'active braking sans que ça dérange trop. Voilà, tout à fait. Ce qui, du coup, là n'est pas le cas parce que sur nous, ce n'est pas nécessaire. Mais oui, il n'y a pas la fonction. Moteur, bah, de toute façon, tu as un petit peu d'active faire, braking quand même de base dans l'électronique des brushless en général. Voilà. Donc, ouais, parfait. Donc, ouais, rusticité, simplicité, mais performance. Oui. C'est pour ça qu'on dit, dans cette recherche de rusticité, nous, on a rempli notre mission à partir du moment où on oublie nos répliques, oui. On oublie notre matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs, ils débranchent la batterie en fin de partie, il la rebranche en début de partie, et c'est tout. Voilà, réglage du hop-up à 0 éventuellement, mais ils ont juste quelques petites manipulations comme ça à faire, et la réplique fonctionne, et puis point barre, quoi. Et ils se concentrent sur le jeu et pas sur le... est-ce que ma réplique va tirer, oui. Est-ce qu'elle va être présente aujourd'hui? Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ok, bah, il y a les optiques aussi. Là. Ouais, on n'a pas parlé du Spina, le point rouge de chez Spina Optics. Je suis fan. Ouais, qui t'a plu, qui t'a bien plu. Ouais. Bon, c'est cool parce que nous, on est vraiment très content de ce produit-là aussi. On est content pour deux raisons. C'est parce que c'est déjà assez qualitatif. Spina, c'est une marque entrée de gamme d'armes à feu. Ouais. Donc, on considère, nous, être de haut de gamme Airsoft. Un point rouge qui a été testé jusqu'à du 338, la plus à Magnum, qui est quand même un gros calibre, moi plutôt. Mais quand bien même ce ne soit testé que sur du 223, c'est déjà largement suffisant pour de l'AEG. Ça irait même très bien sur du GBB. Et l'avantage de ce point rouge, c'est qu'il y a une double alimentation, à la fois l'alimentation en pile CR2032, pile que j'avais oublié de te fournir. Du coup, tu allais jouer sans la pile, mais j'ai rien vu. Ça ne t'a pas posé problème parce que tu avais le panneau solaire qui était là, qui t'a alimenté le point rouge tout au long de la partie. Bah, puis j'ai pas eu besoin d'appuyer sur le plus ou le moins, donc. Voilà. En fait, tu as baissé le petit capuchon, qui est important quand même, il faut l'enlever. Bah, je suis content que tu m'aies appris ça parce que pour moi c'était juste une protection pour la vitre et du coup je l'enlevais jamais. Ouais. Donc j'avais mon point rouge, je le voyais bien, mais en fait je tirais comme ça. Tu vois. Non, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire ça. Il faut retirer comme le quoi, petit capuchon. On en apprend tous les jours. Tous les jours, mais je suis content de venir ici pour t'apprendre l'airsoft. Et ben, moi ça me fait plaisir que tu sois venu parce que je galérais un peu. Et ouais. Merci. Remercie-moi. Remercie-toi. Je te remercie, toi. Merci. Toi. Je préfère. Ok. Et donc, il y a un petit tripleur avec, là. Absolument. Voilà, qui est sur les formats compacts, des grossisseurs x3 là, qui se font beaucoup, les types EOTech, tout ça. Là, là pareil, ça c'était un modèle inspiré d'une marque connue qui nous permet de venir rabattre notre grossisseur x3. Là, comme on est sur modèle Asso, on est sur quelque chose qui est plutôt polyvalent. Donc ça fait que si j'ai des engagements à courte distance, je n'ai pas besoin de mon grossisseur. Et donc là, voilà, mon point rouge simplement me suffit. Mais imaginons que je puisse faire un tir de précision, puisque là, on est quand même sur une... Ça claque bien, c'est propre. Tu sens que le ressort, il est balèze, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Voilà, c'est ce qu'on cherchait aussi, parce que des fois, c'est les problèmes qu'on a sur ce matériel-là, c'est qu'il y a du jeu. Et c'est pas agréable. Mais voilà, comme là, on est sur une réplique, il n'y a pas de problème pour tirer 50-55 mètres. De faire un tir avec un grossissement x3 pour voir si on parvient à toucher l'adversaire, c'est intéressant. Ou même ne serait-ce que pour aller prendre de l'information, un peu en partie en longue distance, ça peut être aussi l'intérêt. Il y a la question qui vient des fois, est-ce que c'est utile d'avoir un grossissement x3 en airsoft parce que on pourrait tout à fait s'en passer. Nous, ça nous paraît intéressant parce que des fois, on aime bien savoir si on touche, essayer de voir si on touche, ou même prendre de l'information. Bah, puis c'est classe. Puis ça a de la gueule, quoi. C'est de l'airsoft ou pas, les gars? Et donc là, tu m'as amené aussi une version typée DMR. Voilà. Pour donner une idée, je ne vais pas repasser dans le détail parce qu'il y a bien entendu des points en commun, mais là, on va mettre un canon rallongé qui fait 550 mm, je crois, qui est vraiment le maximum qu'on puisse tirer à partir du cylindre d'une Gearbox V2, en sachant que là, on est en train de développer, c'est pour ça que je disais qu'il restait quelques petits points à régler sur ces protos, avant d'avoir la version définitive, mais qui est imminente, un système de piston alourdi qui va nous permettre d'utiliser l'effet Joule Creep pour pouvoir, en utilisant des grammages de jeu assez lourds, là par exemple sur du DMR, nous on n'hésite pas à recommander du 0,36 voire jusqu'à du 0,40 pour pouvoir vraiment bénéficier des performances de la réplique au maximum. Ok. Bon, donc, si tu n'as pas de Joule Creep, en tout cas tu ne perdras pas trop d'énergie avec ce piston lourd, quoi. Voilà, et donc là on va avoir un canon long qui va pouvoir accompagner la bille sur une longue distance, donc pour pouvoir vraiment tirer
tout le bénéfice de ce canon long. Qui est un 6.03 là, donc pareil en termes de précision. Là, on va pas le polir comme on le fait sur l'autre parce que ce n'est pas nécessaire. Il y a déjà un travail au niveau du canon qui fait que la surface. Ah, il y a un revêtement dessus. Okay. Il y a déjà un revêtement. C'est un canon de chez Begady. D'accord. Je ne l'ai pas précisé, donc là qui va très bien se combiner avec le bloc Neptune, surtout que comme c'est un canon de chez Begady, ils ont une fenêtre de 7 mm. Ah oui, pour leurs joints. Voilà, qui permet d'installer des joints avec des pattes d'appui de 7 mm, donc avoir un appui plus long. Et voilà, ça participe aussi du fait du gain de portée, puisque là, on va pouvoir aller chercher du 60 mètres de portée sans trop de difficultés. Okay. Voire même, on peut s'amuser des fois à faire des tirs à 70 mètres. Mais bon, là, on essaie toujours de ramener ça au jeu, au cadre de jeu. Réaliser des tirs de 70 mètres en jeu, c'est quand même relativement rare. Oui, c'est assez rare. C'est assez rare. Mais bon, voilà. En tout cas, 60 mètres, sans souci. Et vous avez fait les tests, vous avez la chance d'avoir un tunnel de tir. Oui, alors ça, c'est pareil. Je ne sais pas si les vidéos seront sorties au moment où on parle, mais voilà, les prochaines vidéos qu'on sort sur la chaîne seront dans le tunnel de tir qu'on utilise, nous, pour faire les tests de nos répliques. On a jusqu'à 100 mètres de tunnel. Ça va. 100 mètres dont on n'a pas besoin, mais voilà. Et qui sait, peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, voilà, on fera du 100 mètres, le doigt dans le nez. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais voilà, sur du DMR, on considère que si on arrive à toucher sans trop de soucis à 60 mètres, donc d'avoir 70-80% de réussite à 60 mètres, on a déjà des performances tout à fait acceptables pour l'utilisation en jeu, quoi. Ouais, on ne se rend pas bien compte parfois de ce que ça fait 60 mètres. Oui, parce que bon, ça peut être tentant parfois d'annoncer des distances. Voilà, encore une fois, on a fait des tests comme ça à 70 mètres. On arrive à toucher à 70 mètres, on est plus sur de l'anecdotique. Mais déjà 60 mètres, ne serait-ce que déjà 50 mètres en situation de jeu, c'est déjà une belle distance, quoi. On va sélectionner les accessoires qui correspondent à cette utilisation DMR. Le bipied pour pouvoir éventuellement tenir une position un certain temps. On pose sa réplique et là on peut faire de l'appui avec du tir comme ça, comme on l'a dit, à une certaine distance pendant un laps de temps assez important. Une lunette toujours de chez Spina, LPVO avec un diamètre là de 28 mm de sortie qui est un petit peu plus important que ce qu'il y a sur les LPVO classiques, donc forcément quelque chose de plus lumineux. Là, par exemple, tu vois, on sort en 24. Donc, 24, là on passe à 28, donc quelque chose un petit peu plus agréable selon nous à utiliser pour une LPVO. Avec des grossissements qui va de 1 à 6. Un grossissement de 1 à 6, absolument. Donc pareil, pour faire de l'observation, tu peux te mettre à 6 tranquille. Voilà, c'est ça. Et puis, on va chercher à savoir si on touche éventuellement. Ouais. À 6, ça commence à faire beaucoup en airsoft quand même. Oui, voilà. Mais si on veut vraiment être sûr qu'on touche. J'ai vu le blanc de son œil, puis... il a couiné. Je l'ai entendu couiner. On a installé là-dessus une crosse avec une capacité de batterie un petit peu plus importante. On va pouvoir loger des batteries sur les côtés, même si voilà, quand on est sur du DMR, quelque part, l'emport que propose le tube de crosse est suffisant, surtout que on va pouvoir proposer sur le site des batteries lithium-ion avec des capacités de 3000 mAh, donc normalement largement suffisant. Surtout que là, encore une fois, il y a un brushless. Il y a un brushless qui consomme beaucoup moins d'énergie. Donc tu devrais pouvoir faire normalement une journée sans trop de soucis. Oui, surtout que sur ce type de configuration, normalement, vous n'allez pas spammer comme des malades. C'est ça. Et bien, je te propose d'y insérer des batteries et qu'on aille voir dehors un petit peu ce que ça vaut. Ouais, parce qu'il va faire nuit bientôt. Alors, après, les loups, ils sortent. Mais non, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça caille dehors un peu, hein? Ça pèle. On a vu qu'on n'avait pas eu trop de soucis à toucher la cible. Bon, je n'ai que 45 mètres. Alors, pour ce genre de réplique et de prépa, elle riait sous cap les répliques. Elle disait, 45 mètres, moi je veux plus. J'ai pas. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Airsoft Taylor où vous retrouverez des tests de tir en tunnel. Thibaut vous le disait tout à l'heure, ils ont un tunnel qui fait 100 mètres et où il n'y a pas de vent et où je suppose vous tirez aussi en appui vraiment pour voir
les perfs. Ouais. À 45 mètres, là, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, quand je suis allé en jeu, j'ai engagé des camarades au-delà de 40-45 mètres. Hein, et j'ai pas eu de soucis majeurs. Hop là. On a ici quand même des répliques ben, qui tournent bien. C'est ça. Alors, c'est pas du hair trigger et tout. Là, on a un ETU en plus assez basique et tout. Mais ça tourne bien, c'est snappy. Je sais pas comment dire, c'est réactif, c'est voilà, on peut enchaîner. Surtout que la plupart du temps, pour ces répliques-là, même que ce soit la CQB, l'assaut ou le DMR, enfin, on va utiliser du semi dans la plupart des cas et dans la plupart des associations. Des fois, on a droit à du burst, mais sinon, on va être principalement en semi, quoi, la plupart du temps. C'est vrai que dans beaucoup d'assos, le full est quand même réservé aux batteuses. Ouais. Donc, nous, on cherche surtout à avoir... Je vous en prie. On cherche surtout à avoir un semi qui soit intéressant, quoi. Je vais faire un petit coup de full, même si vous ne serez jamais autorisé à faire du full dans vos assos avec ça. Oui, voilà, c'est sympa, mais disons que c'est pas fait pour. Voilà, puis même ici en config DMR, on va pas non plus faire... Bon, même si on peut le faire. Ouais. Voilà, mais non, bien, et on voit là, ouais, on a des bonnes trajectoires et tout. Reste le fait que les joueurs doivent avoir un budget certain pour vous contacter. Oui, on est quand même sur du travail d'atelier, sur du travail affiné par rapport aux besoins du joueur. Donc, et c'est français. Tailoring, puis c'est français, monsieur. Pourquoi le tailleur de l'airsoft? Ouais, parce que ça sonne moins bien quand même. Il faut reconnaître aux Anglais un côté... Ah ouais, mais alors du coup, pourquoi pas ils sont efficaces pour la forme. Tailor Tactical. Parce que là, c'est un peu trop. On essaie de rester un minimum... Ouais, ça aurait pu être ATT. ATT, ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Une autre fois. Et si vous changez de nom, je veux de l'argent. Ouais, là, j'ai de la royalty. Je te remercie d'être passé me voir pour me présenter et l'entreprise et puis deux de tes protos. Hein, on rappelle, ce ne sont pas des versions définitives. C'est toujours bien de voir un petit peu ce qui se fait. Surtout, bah, vous êtes une très jeune entreprise. Oui. Donc si ça permet à certaines personnes d'avoir appris aujourd'hui à vous connaître un petit peu ce que vous faisiez et tout, n'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous pensez de ce genre de démarche aussi dans les commentaires. Même si on aura le sempiternel, moi je fais mieux chez moi. Oui. Ce qui est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Moi je fais mieux chez moi, mais j'ai pas envie de le faire. Voilà, donc... Non, c'est pas une histoire de faire mieux ou pas mieux, mais voilà, est-ce que vous seriez intéressé par ce genre de service qui va du dialogue vers l'objectif que vous voulez atteindre, vers bien, le résultat final que vous recevez chez vous, et ensuite l'accompagnement derrière, en termes de conseils, en termes de SAV, et puis de soutien technique, quoi. Mmh. Voilà. Ouais. Ben, je pense que la moindre des choses que je peux faire, c'est de retourner les remerciements, de nous avoir reçus dans l'antre. C'est toujours un honneur de pouvoir être dans un lieu mythique comme l'antre du Dingo. T'as vu, ça fait... Et d'avoir pris du temps pour justement tester cette réplique-là. Encore une fois, comme c'est un prototype, moi j'ai eu quelques retours qui vont nous permettre, nous, de faire les dernières corrections. Ouais. Voilà, on est, comme on le disait, sur de l'optimisation, non pas de l'upgrade pour avoir les performances maximales en termes de réactivité, tout ça. Et il faut que ce soit quelque chose... on va dire d'optimiser, d'harmonieux entre le joueur, sa pratique et son matériel. C'est vraiment notre mission et on essaye de faire ça du mieux possible à chaque fois qu'on rentre en contact avec vous pour faire en sorte que, encore une fois, vous puissiez oublier votre matériel et vous concentrer sur le jeu. Ça m'arrive super souvent, moi, d'oublier mon matériel. Hein. J'arrive, j'ai pas de batterie, j'ai pas de billes, j'ai pas de réplique, j'ai rien. Alors peut-être pas l'oublier à ce point-là, se rappeler de l'essentiel, mais voilà. D'oublier sa présence parce qu'il est là avant tout pour servir le jeu et non pas pour être à l'avant. Et pas avoir le doute, est-ce que ça va tirer aujourd'hui lorsque je vais arriver sur le terrain, comme ça peut arriver parfois, où la veille au soir ça fonctionne chez nous, on arrive sur le terrain et ça ne fonctionne plus. Voilà. Bon. Ok, et merci encore. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui font la démarche de liker cette vidéo, de la partager, de mettre un petit commentaire. Merci également à tous ceux qui utilisent le lien unique qui est situé dans la description de la vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé sous cette vidéo qui vous permet non seulement de me suivre sur les réseaux mais également d'aller sur les sites affiliés
Voilà, et de profiter de codes promo, dont un code promo 5% qui sera disponible pour aller faire vos achats chez Airsoft Taylor. Et merci beaucoup pour eux, ça fait plaisir, parce qu'effectivement, l'airsoft c'est un loisir qui peut s'avérer coûteux, donc avoir toujours un petit 5% de réduc, voilà, vous aurez le code justement, je vous le mets d'une part ici dans la description de la vidéo, mais ensuite il sera également sur le lien unique. Merci également aux tipeurs de ce mois-ci, grâce à qui je vais pouvoir me déplacer sur l'IWA 2025, parce que ça coûte un petit peu cher, hein. Toi, tu sais aussi, c'est un déplacement. C'est un déplacement. Et puis, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise. J'ai gardé mes mains. Mais les mains dans tes poches. J'ai touché la là-bas. Toi Toi là qui regarde dans ton canapé. Appelle-moi au 06 42 28 29 pour les femmes les plus chaudes de ta région. Qui amènerait de la valeur ajoutée au jeu et qui ferait en sorte qu'on... Je m'en sors pas de celle-là. Eh oui, mais c'est pas ce qu'il va expliquer non plus. Il arrive avec un concept, mais il ne connaît pas le concept. Il ne connaît pas son concept, putain. La rubalise pour les cages d'ascenseur, il n'y a pas besoin de plus. On peut s'y adosser, on tombe, on décède. Le quatrième élément, du coup, qui fait partie de... Non, le troisième, putain. Et le cinquième. Le cinquième, c'est plus ça. Dilou Dallas Multipass. Tu vas te régaler au montage avec toutes les conneries que je fais, là. T'inquiète, je fais un bêtisier. Voilà. Putain, t'as un bêtisier plus long que le truc. Le troisième élément du projet. Il passe partout. 4. Ah oui, 4, j'ai bon. Une grosse tâche, c'est pas terrible. Quel que soit, enfin... d'où... Mais arrête-le. Je rote. Il rote, il pète. Rien ne l'arrête, car aujourd'hui c'est la fête. Ça va être un bêtisier monstrueux. Ah, monstrueux. Je fais que me recoiffer. C'est bon, je peux poser ma question? Vas-y, pose ta question. Eh ben non, parce que je m'en souviens plus. Putain. Si. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Mais oui, j'ai l'impression que je me barre. T'inquiète. J'ai l'impression que je me barre. Le fameux Fred. Fred Astaire. Oui. Absolument. Désolé. Non, pas de soucis. Ouais, ben, tu vois, moi Ça m'a donné envie de faire des claquettes, putain. Ah, c'est pas une molette putain, hein, on dit pas de gros mots. D'ailleurs, je mettrai des bips sur les putains, parce qu'on ne peut pas dire putain comme ça à tire-larigot sur YouTube. Putain. Ça plaira à Sandrine Rousseau. Ah, putain. On a dit pas de gros mots, bordel de merde. Hop là. Qui se situe dans ton cul. Alors non, celui-là, il est pas branché. Merci à tous ceux... Merci. Oh putain, je vais pas y arriver.